Alors mes chers amis, la fois précédente nous avons expliqué quel était le problème auquel on assistait avant que Hillel Azaken soit intervenu lorsque la 7e année arrivait. Je répète en un mot, il y avait des personnes qui avaient besoin d'argent, des personnes pauvres, des personnes qui avaient besoin d'argent pour pouvoir investir par exemple. Ces personnes-là savaient que lorsqu'on a besoin d'argent, on va voir les riches. Les riches, bienfaiteurs, qui en général aiment bien prêter leur argent, on va les voir. Ces personnes-là allaient voir ces riches, et les riches disaient « Ah non, 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 bientôt la Shemitah arrive, surtout pas. Moi, je ne prête pas mon argent. Pourquoi ? Je vais te prêter mon argent, ensuite l'année de la Shemitah va arriver, et si jamais tu ne m'as pas encore remboursé, c'est fini. Je vais perdre tout mon argent. Tu veux que je te prête 200 000 euros ? Quand je perds moi maintenant mes 200 000 euros, je ne veux pas. » Quel était le problème ? Il y avait un double problème. Premier problème, c'est que les riches, ce faisant, non seulement ils rataient l'occasion d'accomplir une mitzvah magnifique, qui est la mitzvah du prêt, et en dehors de ça, raisonner de cette façon-là, et de dire je ne prête pas d'argent parce que j'ai peur que la Shemitah dispense l'autre personne de me rembourser, c'est très grave d'après la Torah. Et d'autre part, les pauvres qui avaient besoin d'argent, eh bien ils n'avaient plus d'argent, ils n'avaient pas d'argent, personne n'était d'accord de leur prêter. Alors, que faire ? Comment résoudre cette problématique-là ? Hillel Azaken est venu et il a institué ce qui s'appelle le Pruz Boul. Pruz, ça veut dire en araméen une takana, une institution. Et Boul, c'est les riches. Il a fait une institution en faveur des riches pour pouvoir permettre aux riches d'accomplir la mitzvah comme il faut sans perdre leur argent. Et bien évidemment, cette takana a été aussi bienfaisante pour les pauvres, qui enfin pouvaient, même pendant la 7e année, recevoir de l'argent en prêt lorsqu'ils en avaient besoin. En quoi consiste ce Pruz Boul ? On a dit, je dois de l'argent à quelqu'un. La Shemitah arrive, la Shemitah se termine, la 7e année se termine, s'achève, c'est fini. L'argent que je devais, je ne le dois plus. Je ne dois plus rien. Je devais 100 000 euros, je ne dois plus rien. Hillel est venu et a institué le Pruz Boul. En quoi il consiste le Pruz Boul ? Cette personne-là, à laquelle je dois ces 200 000 euros, elle va voir le Beit Din. Elle va voir 3 Dayanim. D'après le Shulchan Aruch, ça doit être des Dayanim importants, un vrai Beit Din. Un Beit Din reconnu, dont la notoriété est acceptée de tous. On va voir ces 3 Dayanim. Et on leur dit, regardez, je vous confie d'une certaine façon toutes les dettes que les gens ont à mon égard. Il y a des gens qui me doivent de l'argent, lui il me doit 100 000 euros, lui il me doit 50 000 euros, lui il me doit tant et tant de dollars. Et bien tout cet argent-là, d'une certaine façon, maintenant c'est vous qui vous en occupez. Et si jamais il y a besoin, c'est vous qui irez réclamer cet argent chez ces personnes-là. Une fois que je donne cet accord-là, que je confie ces affaires-là au Beit Din, ensuite, une fois que la Shemitah sera passée, on considère que la Shemitah, elle n'a pas dispensé la personne qui devait de l'argent de le rembourser. Et donc, moi ensuite, je peux venir réclamer cet argent. Donc, comment ça marche rapidement ? Il y a 2 explications qui sont données. L'une des explications, c'est de dire que lorsque je viens voir le Beit Din, et que je leur dis, regardez, c'est vous maintenant qui vous occupez de cette histoire-là, d'une certaine façon, c'est comme si, depuis ce moment-là, la dette avait été payée. D'une certaine façon. Puisque c'est le Beit Din qui a de la force, qui a du pouvoir, c'est le Beit Din qui s'occupe de ça, c'est comme si le Beit Din avait déjà réclamé l'argent, d'une certaine façon. Et donc, au moment où la Shemitah arrive, c'est comme si l'argent avait déjà été payé. La Shemitah, elle dispense de payer des dettes qui n'ont pas encore été remboursées. Si je considère que c'est comme si ça avait déjà été remboursé, c'est pas la peine. C'est la première explication qui est donnée. La deuxième explication, c'est de dire que la Torah, elle a interdit aux créanciers de venir voir la personne qui lui doit de l'argent et lui dire « tu dois de l'argent, tu me dois de l'argent, tu me dois de l'argent ». Mais par contre, elle n'a jamais interdit ça au Beit Din. Elle a interdit ça à chaque personne, au particulier, pas au Beit Din. Le Beit Din n'est pas concerné par cette interdiction. Donc lorsque je dis au Beit Din, cet argent-là, d'une certaine façon, c'est à vous d'aller le réclamer, ben, le Beit Din aura le droit de le réclamer. Et dès lors que j'ai dit au Beit Din que je lui demandais à lui de le réclamer, je peux aussi après moi le réclamer. Pourquoi ? Parce que, en quelque sorte, je le réclame pour économiser du travail au Beit Din. Mais si jamais toi tu n'es pas d'accord de me payer, c'est le Beit Din après qui ira chercher l'argent. Donc, de cette façon-là, Hillel
a tout résolu. Et mes chers amis, c'est important d'accomplir cette chose-là. C'est très important. Et c'est important de bien comprendre. C'est important de bien comprendre que si jamais je n'ai pas écrit de Proust-Boule, ensuite, je n'ai plus rien le droit de demander à la personne. La personne, elle me devait avant la Shemitah 200 000 euros. Après la Shemitah, elle ne me doit plus rien si je n'ai pas écrit de Proust-Boule. C'est qu'en ayant écrit ce Proust-Boule, comme il se doit, que je pourrais ensuite effectivement aller réclamer ces 200 000 euros. Donc c'est important. Et une personne qui n'a pas accompli le Proust-Boule, eh ben c'est fini. Après, elle ne peut plus réclamer son argent. Et si elle réclame, c'est une interdiction de la Torah. Donc, c'est une halakha à bien connaître. Dans le Proust-Boule, donc il y a bien évidemment le texte qui est rédigé, plus ou moins comme je vous l'ai dit là en français. En principe, on devrait aller voir le Beddin et signer ce texte-là, cet acte-là, devant le Beddin. Simplement, c'est compliqué d'aller voir un Beddin. C'est très compliqué. Surtout qu'en général, comme je vais vous expliquer dans un instant, on écrit ce Proust-Boule juste avant Rosh Hashanah. Vous imaginez bien qu'avant Rosh Hashanah, on a d'autres choses à faire qu'aller faire la queue devant le Beddin, 200 000 personnes qui viennent faire la queue. Donc Rachamim ont institué qu'on pouvait aussi rédiger, écrire, signer ce Proust-Boule-là, pas forcément devant un Beddin, mais devant deux témoins. Ça veut dire, sur le papier, il est écrit, à peu près, le texte est le suivant, je vous le lis si vous voulez. Il est écrit, nous sous-signons les témoins, un tel et un tel, que est venu nous voir un tel, donc le créancier, celui auquel on doit de l'argent, est venu nous voir. Et il nous a dit, écoutez bien, tout l'argent qu'on me doit, je le confie au Dayanim, Rav un tel et Rav un tel, et je leur confie cette dette de sorte à ce que le jour où je voudrais, je pourrais venir réclamer cette somme. Ensuite, on signe la date à laquelle on a écrit ce Proust-Boule, et les deux témoins devant lesquels j'ai dit cette chose-là, eux aussi doivent signer. Les Dayanim, ils n'ont pas signé, c'est pas grave. C'est pas la peine que les Dayanim signent. S'il y a deux témoins qui disent que de façon explicite, j'ai confié toutes les dettes qu'on me devait au Beddin, c'est suffisant. Le Beddin n'est pas au courant, il n'y a pas besoin d'être au courant. C'est même pas la peine d'ensuite d'envoyer cet acte-là au Beddin. C'est pas la peine, cet acte il reste chez moi à la maison. Si après je le perds, cet acte-là, c'est pas grave non plus. J'ai le droit, et on me fait confiance lorsque je dis j'ai écrit un Proust-Boule, et ensuite, il s'est perdu. Simplement, a priori, on essaye de le garder au moins jusqu'à Rosh Hashanah de la 8e année. Au moment où vraiment, n'était-ce le fait qu'on ait écrit un Proust-Boule, toutes les dettes auraient été complètement annulées. Voilà de quelle façon, plus ou moins, rapidement, ça fonctionne. Ensuite, il faut savoir que ce Proust-Boule, si jamais je ne peux pas le faire moi-même, imaginez, pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas moi-même venir voir deux témoins et leur dire, écoutez, venez, on écrit le Proust-Boule. Je ne peux pas. Alors, beaucoup de poskim, le Rav Ovadia Yosef, entre autres, le Rav Ben Sion Abba Shaul, entre autres, disent qu'on a le droit de nommer quelqu'un, shaliach, envoyé, émissaire, pour le faire à notre place. C'est moi, je ne peux pas aller voir deux témoins. Simplement, je sais que mon ami, de toute façon, lui, il va aller voir deux témoins pour les dettes qu'on lui doit à lui-même. Alors, je peux lui dire, regarde, au moment où tu vas faire signer les témoins, remplis deux actes. Un acte pour toi, de la façon que tu allais faire, et un acte pour moi. C'est toi qui vas le faire à ma place. Et ça fonctionne. Si on peut, vaut mieux aller voir soi-même les témoins. Mais en tous les cas, si on ne peut pas, c'est pas grave, on peut le faire de cette façon-là. Dans certains actes de Proust-Boule, on procède aussi à une acquisition. On fait un kinyan. On fait un kinyan de sorte à vraiment être sérieux au moment où on le fait et de sorte à ce que, effectivement, ces dettes-là, dorénavant, elles appartiennent au Beddin. Ça veut dire que le Beddin va pouvoir aller et les réclamer. Donc on a l'habitude de faire un kinyan. En général, il y a d'autres raisons pour lesquelles on fait ce kinyan. C'est un petit peu compliqué et ce n'est pas très nécessaire pour l'instant. Donc ce n'est pas la peine de les préciser. Mais dans tous les cas, dans la mesure du possible, on essaye de procéder à un kinyan, bien que ce n'est pas obligatoire. Les femmes sont elles aussi tenues par le Proust-Boule. Ça veut dire qu'une femme ou une jeune fille
qui a de l'argent qui lui appartient à elle et qu'elle aurait prêté à quelqu'un et qui ne souhaiterait pas que lorsque la Shemitah s'achève, que l'autre personne ne lui rembourse pas, elle aussi, elle doit procéder à un brousse-boule. Imaginez que j'ai par exemple un frère qui est loin de la Torah et les mitzvot. Il n'accomplit pas du tout la Torah et les mitzvot. Si je lui raconte cette histoire-là, qu'à la fin de la Shemitah, il n'aura plus le droit de réclamer l'argent qu'on lui doit, il va se moquer de moi. Simplement, moi, je l'aime, c'est mon frère, et je sais que lorsqu'il va aller réclamer ces dettes-là, après Rosh Hashanah, il va faire quelque chose d'interdit. Est-ce que j'ai le droit, même sans lui demander la permission, d'écrire un brousse-boule pour lui? Disent de nombreux décisionnaires que j'ai le droit. Pourquoi j'ai le droit? Parce que, à partir du moment où j'aurai écrit ce brousse-boule, ce brousse-boule est dans son intérêt à lui, c'est pour son bien à lui, c'est pour lui éviter de commettre une avéra. Donc j'ai la possibilité, bien qu'il n'est pas au courant, de lui donner ce qu'on appelle en hébreu un srout, ce mérite-là. C'est un mérite pour lui. C'est pas quelque chose qui est censé l'embêter, c'est pas quelque chose qui va lui faire perdre quoi que ce soit. Donc j'ai le droit de le faire pour lui. Le Chazon Ish disait que si la personne pour laquelle je viens procéder à ce brousse-boule, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout religieux et qui se moque de tout, alors s'il se moque du brousse-boule, il se moque. Moi, la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que c'est un mérite pour lui. Mais s'il lui est dit, pour moi, c'est pas un mérite, pour moi, c'est des bêtises, tout ça. Dit le Chazon Ish, eh ben, ça sera un problème. Il n'y croit pas à ce brousse-boule. Comment tu peux faire un brousse-boule alors qu'il n'y croit pas, alors qu'il n'est pas intéressé à le faire? Comment tu peux le faire en son nom? Simplement, beaucoup de décisionnaires, dont le Rav Ovadia, disent que c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en général, les personnes qui sont loin de Torah et des mitzvot, c'est pas que c'est par principe. C'est pas qu'elles veulent pas. C'est pas que leur intérêt c'est de se moquer de Hachem. Chas v'shalom. C'est des personnes qui n'ont pas le courage, qui ne sont pas suffisamment informées, qui n'ont pas les nerfs. Mais si ces personnes-là, on leur dit, tu sais, tu n'as rien besoin de payer, au contraire, tu as tout à gagner, ben bien sûr qu'elles seraient d'accord de le faire. Et donc, pour ce genre de personnes, en tous les cas, on peut écrire un brousse-boule en leur nom. Autre point important. Lorsque j'écris un brousse-boule, ce brousse-boule-là, il concerne toutes les dettes qui avaient été faites avant la date de la rédaction du brousse-boule. C'est-à-dire qu'imaginez que, durant la 7e année, au lieu de rédiger ce brousse-boule juste avant la fin de la 7e année, je décide de rédiger ce brousse-boule au milieu de la 7e année. Au mois de Nissan de la 7e année de la Shemitah, je rédige le brousse-boule. Et que 2 jours après avoir rédigé ce brousse-boule, je prête 100 000 euros à quelqu'un. Et bien là, lorsque l'année de la Shemitah va arriver, ces 200 000 euros, je les ai perdus. Ah, mais j'ai écrit un brousse-boule? Non. Le brousse-boule, il concerne les 200 000 euros que tu as prêtés avant d'avoir rédigé ce brousse-boule. Les dettes d'après, elles, pas du tout. Elles ne sont pas concernées. C'est pour ça que d'une façon générale, on rédige ce brousse-boule juste avant Rosh Hashanah. Étant donné que le moment à partir duquel toutes les dettes sont effacées, c'est à l'issue de la 7e année. C'est-à-dire au moment où Rosh Hashanah de la 8e année arrive. Voilà pourquoi on rédige juste avant, un petit peu avant, la veille de Rosh Hashanah en général, on rédige ce brousse-boule. Si on veut quelques jours avant, on peut. En tous les cas, en sachant bien qu'ensuite, si on prête de l'argent à quelqu'un pour une brève durée et que la date du remboursement tombe avant Rosh Hashanah et que l'autre n'a pas remboursé, eh ben c'est fichu puisque je n'ai pas écrit de brousse-boule. Le brousse-boule, je l'avais écrit avant. Ça, c'est un point important. Imaginez que j'habite aux États-Unis et que j'ai prêté de l'argent à des personnes qui habitent en Israël. Maintenant, vous savez qu'il y a un grand décalage horaire. Au moment où, en Israël, le Rosh Hashanah de la 8e année entre, aux États-Unis, on est encore la veille de Rosh Hashanah. Justement, le moment où on est en train de commencer à écrire les brousse-boules. La question qui va se poser et qui a intrigué les décisionnaires est la suivante. Imaginez que la personne qui me doit de l'argent, pour elle, Rosh Hashanah est déjà entré. Ça y est, c'est fini. Est déjà entré, et moi, je n'ai pas encore écrit mon brousse-boule. Moi, je me suis dit, j'ai jusqu'à l'entrée de Rosh Hashanah chez moi en Amérique. Simplement, lui, il se dit, ben non. Moi, dès lors que Rosh Hashanah est entré en Israël, eh ben c'est fini. Comment on fait dans ce cas-là? Et les décisionnaires, ils se sont posé la question. La plupart des décisionnaires ont dit, non, ça dépend de l'endroit où se trouve le créancier, la personne qui a prêté de l'argent. Si moi qui ai prêté de l'argent à l'Israélien, j'habite en Amérique, je peux écrire mon brousse-boule jusqu'à l'entrée de Rosh Hashanah en Amérique. Ah, mais la personne qui me doit de l'argent, pour elle, c'est déjà Rosh Hashanah. D'accord, pour elle, c'est déjà Rosh Hashanah. C'est déjà Rosh Hashanah, mais pour moi, c'est pas encore. Donc moi, je peux encore rédiger mon brousse-boule. Mais il y en a qui ont voulu dire, non, pas forcément. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il s'est interrogé. Il s'est dit, pas forcément. Pourquoi pas forcément?
Il dit, la personne qui me devait de l'argent, pour elle, c'est déjà Rosh Hashanah. Donc l'interdiction de réclamer de l'argent dès lors que la 7e année est passée, peut-être qu'on peut la calculer par rapport à la personne qui me doit de l'argent. On ne sait pas très bien. Donc en pratique, on préfère rédiger le Prusboul à un moment où ni la personne qui a prêté de l'argent, ni la personne qui a reçu ce prêt ne se trouve encore déjà à Rosh Hashanah. Ça veut dire la veille de Rosh Hashanah. Donc aux États-Unis, si jamais on a prêté de l'argent à des personnes qui habitent en Israël, que de bon matin ou en début d'après-midi, en tous les cas à un moment où on est sûr qu'en Israël, ce n'est pas encore Rosh Hashanah, qu'à ce moment-là, on rédige le Prusboul. Il y a certaines personnes qui souhaitent pouvoir accomplir la mitzvah comme il se doit de Shemitah. Avant que Hillel vienne, il y avait une mitzvah de Shemitah. Ça veut dire que j'avais prêté de l'argent à quelqu'un. L'année de la Shvit est arrivée. Et ce prêt-là, ça y est, c'était fini. Il n'y avait plus de prêt. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque, avant que Hillel arrive. Il y a des personnes qui disent, d'accord, Hillel il est venu pour les personnes qui ne sont pas très bien intentionnées, pour les personnes qui sans cela n'auraient pas prêté d'argent. Moi, j'ai envie d'accomplir la halakha de la Torah comme il se doit. Alors ces personnes-là, on leur dit, écoute, si tu veux, tu peux écrire un Prusboul. Parce que malgré tout, il y a des gens qui te doivent 100 000 $, 200 000 $. Pour ces personnes-là, écris un Prusboul. Et procède à un prêt, un petit prêt, un prêt de 50 € si tu veux. Et ce prêt-là, tu ne l'inclus pas dans ton Prusboul. C'est un prêt sans Prusboul. Et voilà, 1 mois et demi avant Rosh Hashanah, ou alors même si tu veux, la veille de Rosh Hashanah, tu prêtes cet argent en disant à la personne, voilà, il faut que tu me la rendes avant Rosh Hashanah. Dès que le moment de Rosh Hashanah arrive, c'est fini. Cette personne ne me doit plus d'argent. Et moi, comme ça, je me suis acquitté de cette mitzvah-là. Ça veut dire que j'ai procédé un petit peu de la logique de la Torah qui consiste à dire que lorsque la Shemitah arrive, c'est fini. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de dette. Moi, je n'ai pas le droit d'aller réclamer cet argent. Et de cette façon-là, je peux m'acquitter de cela. Imaginez, cas critique, que la veille de Rosh Hashanah, au moment, comme je vous le disais tout à l'heure, on est déjà en train de dire « Achot ketana », c'est déjà le crépuscule du soir. La période de Ben Hashmashot, on est entre la semaine et le jour de Yom Tov, je m'aperçois, ouais, il y a des personnes qui me doivent 1 milliard et j'ai oublié d'écrire le Prusboul. J'ai oublié. Si je n'ai pas écrit le Prusboul, ce milliard, je l'ai perdu. En principe, j'aurais dû écrire le Prusboul en journée. C'est déjà plus la journée. Alors, c'est pas déjà Rosh Hashanah, il n'y a pas encore les 3 étoiles dehors, mais on n'est déjà plus la veille de Rosh Hashanah. On est dans une situation un petit peu ambiguë. Il y a pas mal de décisionnaires qui ont voulu dire qu'à ce moment-là, on peut encore procéder au Prusboul. Écrire, chas v'shalom, ça sort d'écrire, on ne peut plus écrire. Alors comment je vais faire signer les témoins? Les décisionnaires à l'oral. Tu prends rapidement 2 témoins, tu leur dis, regardez, les 2 témoins, je veux que vous sachiez que toutes mes dettes, je les confie au Beth Din, un tel et un tel. Vous êtes mes témoins. Et dans ce cas de force majeure, vu qu'il n'y a plus rien d'autre à faire, c'est ce qu'on fait. Attention, si les 3 étoiles sont déjà sorties, si Rosh Hashanah est déjà entré, il n'y a plus rien à faire. Voilà, on continue la prochaine fois pour parler très succinctement de ce qui se passe après Rosh Hashanah. À savoir, si jamais je n'ai pas écrit de Prusboul, que Rosh Hashanah est arrivé, que la personne qui me doit de l'argent, elle ne me le doit plus, mais qu'elle souhaite malgré tout me le rendre. Ça c'est pour la prochaine fois, Bezrat Hashem. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.